Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette première édition des conférences Taste of by Infopro Digital Media. Taste of, c'est le rendez-vous de l'écosystème B2B. Nous plongerons dans les datas, nous baignerons dans le marketing et les sales et enfin nous surferons sur l'expérience client. Pour cette première édition, je vous propose de nous tourner vers un avenir très proche, 2022, et d'échanger avec mes invités sur ce que sera, selon eux, les grandes tendances pour cette année qui vient. J'ai donc le plaisir d'accueillir autour de la table Sandrine Faré. Bonjour Sandrine. Bonjour Thomas. Tu es marketing manager chez HP. À tes côtés, on a le plaisir de retrouver Guillaume Théron. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Quant à toi, tu es directeur marketing d'Inmac W Store. Et face à vous et avec nous, Guillaume Gélis. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu es, quant à toi, directeur général délégué d'Infopro Digital Media. Donc bonjour à vous trois, bonjour à vous tous qui nous suivez, nombreux d'ailleurs. Je profite de ce moment pour vous dire que l'ensemble de nos invités répondront en fin d'émission à l'ensemble de vos questions. Voilà donc pour la mise en bouche. Je vous propose de déguster ensemble la thématique qui nous regroupe aujourd'hui. On passe tout de suite au sucré salé. Nous avons donc un vaste programme devant nous. Quand on a préparé cet échange, vous m'avez listé au moins 10, 15 grandes tendances à vos yeux. D'ailleurs, vous n'étiez pas toujours d'accord sur le contenu de ces tendances. Et parmi elles, vous m'avez annoncé une vraie transformation digitale du marketing. Alors, ça fait des années qu'on en parle. C'est peut-être pour ça que vous avez précisé une vraie transformation, Sandrine. Oui, c'est vrai, je pense que on constate aujourd'hui une accélération de la transformation digitale. Et ça, je pense que c'est lié au fait qu'on a été un peu confronté avec la crise Covid, le confinement, le télétravail. On a été mis face à la réalité de notre transformation digitale en tant que marketeur. On n'était pas prêt? Ben, pas tous, en tout cas avec des niveaux de maturité un peu différents. On avait tous bien théorisé le parcours client, la nécessité de développer les contenus digitaux pour pouvoir répondre justement aux attentes dans les différentes phases du parcours client. Néanmoins, quand on est passé au 100% digital en mars 2020, et ben là, Il y a des endroits où ça frottait. ça frottait. On a constaté un petit peu de cacophonie quand même dans les dispositifs mis en place, beaucoup de choses similaires, beaucoup de webinaires par exemple. Bref, du contenu qui n'était pas forcément adapté aux attentes des prospects et des clients dans les dispositifs digitaux mis en place. Guillaume, je te vois réagir. Oui, parce que je vais prendre mon exemple. On avait une énorme culture du présentiel, de l'événement, du physique, tout ça pour être toujours plus proche de nos clients et de nos prospects. Et comme le dit Sandrine, premier confinement, tout ça s'arrête. Et on avait bien sûr testé des formats digitaux, mais c'était une partie, voire une toute petite partie de nos plans marketing. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé obligé à aller vite, à avancer très vite, et surtout à se dire, nous on avance, mais finalement on avance exactement comme tous nos petits camarades Oui. vers du webinaire. À aujourd'hui, comment on se différencie via un webinaire? Alors, je vais te proposer de ne pas répondre à cette question. J'ai une surprise pour vous tout à l'heure. On en parlera. D'accord. Moi, j'ai Oui, peut-être vas-y Guillaume. une petite intervention sur donc, cette vraie transformation et peut-être une question qui est de dire est-ce que l'année prochaine, finalement, les directions marketing vont continuer de s'équiper avec beaucoup de logiciels, puisqu'ils se sont équipés un peu en catastrophe, en fait, avec pas mal de choses, parce qu'il fallait le faire. Et est-ce qu'on va avoir donc cet engouement, cet appétit qui va se poursuivre, ou est-ce qu'au contraire, on va vouloir envie de faire le ménage un peu? Un peu de rationalisation. Voilà, on a un peu été obligé d'appréhender très rapidement beaucoup de choses. Les équipes en fait ont subi des digitalisations forcées aussi, et peut-être que l'année prochaine, on va plutôt avoir envie de se poser et d'exploiter beaucoup mieux, beaucoup plus rationnellement dans la cohérence l'ensemble des choses qui ont été testées et mises en place un peu trop rapidement peut-être l'année dernière. Quand on parle de transformation digitale, on parle d'outils, beaucoup. Vous m'avez parlé d'IA, machine learning.
Oui, alors je pense que quand on parle de transformation digitale, ça évoque plusieurs processus et différents outils. C'est déjà une réflexion qu'on doit mener en tant que professionnel du marketing sur la façon dont on va adresser le client sur les différentes phases de son parcours. Et ça nécessite en amont un vrai travail d'analyse, de marketing intelligence, donc avec des outils dont on peut s'équiper pour ça. Euh, Ça nécessite de bien définir ses personas et d'adapter le contenu et de séquencer surtout l'adressage de ce contenu et enfin d'analyser l'engagement face à ces contenus. Donc tout ça, ça se fait au travers d'une nouvelle manière de travailler dans les équipes marketing et puis surtout en s'équipant d'outils dédiés pour analyser la data, des outils de CRM, marketing intelligent, j'ai dit, automation, etc. Donc ça, ce travail, il a été initié et accéléré avec la crise. Je pense qu'il est loin d'être fini parce que Gartner a montré dans une étude cette année que seulement 16% des CMO, des Chief Marketing Officers, disaient avoir finalisé leur transformation digitale. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire et je pense qu'en 2022, ce sera une grande tendance. En 2022 aussi, vous m'avez annoncé un marketing qui serait beaucoup plus orienté sur la proposition de valeur. Yem. C'est vrai, c'est vrai. On parle d'outils et on a raison de parler d'outils. Je rejoins complètement Sandrine et j'irai plus loin de par le métier d'IMA qui est la distribution de matériel informatique. J'ai la chance de travailler avec énormément de gros constructeurs et éditeurs que tout le monde va connaître. Et, et je suis encore surpris de voir à quel point des fois des acteurs connus et reconnus, bah, eux les premiers, bah, quand on discute, se disent bah, finalement moi j'ai un peu les mêmes enjeux, les mêmes problématiques qu'une petite PME locale, c'est-à-dire bah, avec quel outil je vais travailler et se dire bah voilà je sais où je veux aller, je sais la proposition de valeur que je vais apporter à mes clients, à mon écosystème. Et par contre, bah, finalement, je me retrouve un peu pris de court et devant ce choix de quels outils mettre en face pour y arriver. Et ce que vous m'expliquez, ouais, c'était cette notion de travailler cette valeur sur les formats, sur le fond, du coup, de ce qu'on propose à nos clients. Et ça rejoint ce que disait Sandrine sur l'expérience client et tout le chemin que va parcourir ce client, que ce soit en digital ou hors du digital, et ce besoin d'aller justement apporter pour chaque persona, comme tu le disais, mettre en face de ce persona bah, un support, un format, une proposition de valeur concrète, portée et par le marketing et par l'équipe commerciale quand on est dans une dynamique de B2B et de commerce. Alors justement, de façon très concrète, Guillaume, ça veut dire quoi? Réinventer la valeur autour du format, la forme, le fond? Ben, je pense que l'année prochaine, on est un peu tous dans la même situation, c'est-à-dire qu'on est un peu en phase de surpoids. Euh, on a tous découvert qu'on pouvait faire des réseaux sociaux, qu'on pouvait faire de l'email, qu'on pouvait faire du SEO, du SIA. On a différents formats vidéo, contenu, livre blanc, infographie, les podcasts dont on parlera peut-être plus longuement plus tard. Et donc, on est au milieu, on est inondé à la fois en termes de contenu et à la fois en termes de médias de diffusion, donc de format. On sait que tout ça est possible et on est perdu. En fait, je pense que beaucoup de marketeurs peuvent dire qu'ils ne savent plus par quel bout le prendre, en fait, leur marketing. Et quand on a ça, eh bien, il faut revenir vers soi et donc se redire finalement le pourquoi on est là, quelle est notre marque, qu'est-ce qu'on amène au marché, quelles sont nos cibles, se recentrer finalement pour après mieux se redéployer. Quelle est la promesse de marque? J'allais dire, et je rejoins complètement Guillaume, quand on est marketeur, on a quelque part une injonction à être perpétuellement dans l'innovation. On est sollicité par des agences, on parle de data, de big data, et on va nous dire, bah, il faut y aller, pourquoi on n'y est pas? Et c'est important de se dire, Surtout bah, quand les copains d'à côté le s'y fond, mettent. il y a un petit peu une course, Oui, une oui. course à l'innovation et une course au buzz un petit peu sur les outils marketing qu'on va pouvoir déployer dans notre stratégie marketing. Et pour moi, je pense que c'est important de se dire que on ne peut pas être sur tous les outils en permanence. Il faut savoir se dire bah, quelle est mon identité, quelle est ma culture, quel est mon objectif, et se dire bah, je ne vais pas forcément être dans le show-off perpétuellement avec des beaux outils qui sont les outils à la mode, mais finalement quel est mon objectif et quel est mon objectif pragmatique, quel est l'objectif que je peux déployer concrètement aujourd'hui
et qui va faire que mon entreprise et que mon équipe commerciale va se sentir soutenue par le marketing et performante. Il Et faut, ça, parce il que- faut choisir ses c'est pas simple. combats, ouais. On a une obligation d'innovation en tant que marketeur, mais surtout une obligation de résultat vis-à-vis d'équipes de vente, en B2B particulièrement. Donc notre travail, enfin moi c'est comme ça que je le considère, c'est de fournir aux prospects ou aux clients le bon message au bon moment, adressé dans le bon format et via le bon canal. Donc ça fait beaucoup de questions, mais c'est aussi notre travail de définir tout ça et de prendre en considération aussi, je pense qu'un client B2B, c'est aussi un consommateur. Et donc son exposition aux médias elle est la même que tout à chacun et que notre appétence pour les formats elle est celle d'un consommateur lambda donc Et souvent en B2B, on néglige un peu la qualité du format. absolument. Bien sûr. Et puis voilà, on constate une espèce de lassitude par rapport au format long. On a besoin, enfin comme on a besoin de plus de formats sensoriels, Après, il y a un débat quand même sur la longueur des formats, parce qu'à écouter des fois certains marketeurs, si on veut un taux de complétion à 100%, on sort des vidéos d'1 seconde qui ne racontent rien, mais elles seront regardées complètement par son audience. Ok. Il y a un débat quand même sur la longueur du format. Mais encore une fois, ça dépend de à qui on s'adresse. Donc le format, il est adapté à un besoin particulier. Quand on veut générer de la notoriété ou faire du SEO ou je ne sais quoi, on ne travaille pas à la longueur du format. Sur un engagement plus profond avec le prospect, là, on a besoin de documentation plus technique, de white paper, de testimoniaux, etc. Donc là, on est sur des formats plus longs. Tout dépend où en est le client dans son parcours, en fait. Exactement. La question, c'est pas quelle est la bonne durée pour un support, c'est quelle est la bonne durée, à quel moment du parcours d'achat. Bien sûr que pour attirer l'attention, on va plutôt être sur des supports à 30 secondes, 1 minute. Par contre, une fois que l'intérêt est avéré et qu'on est face à un client qui est en train, qui est prêt à appuyer sur le bouton, là, il va avoir besoin d'avoir quelque chose de long, de dense, qui va être peut-être technique sur certains métiers, parce que ça va répondre aux questions qui va se poser. Donc, la question de trop ou pas assez court, pour moi, elle ne se pose pas. Ça dépend du ça message rejoint et du moment du parcours du et ça rejoint la client. proposition de valeur. Une discussion passionnante d'une heure, comme j'espère on va avoir là autour de cette table, pour moi a plus de sens qu'un snack content qui va être vide, qui va être fait juste pour répondre à une injonction, encore une fois, de faire du snack content. Donc des formats courts qui doivent coexister avec des formats intermédiaires et des formats plus longs. Il y a un point peut-être là, sous-jacent à toute notre discussion et qui sûrement, je pense, est à prendre en considération aussi pour l'année prochaine, les années qui viennent, c'est cette distinction entre marketing B2B, marketing B2C, qui a de plus tendance en fait à s'effacer. Dans les modes de consommation justement des médias qui sont proposés en B2B, on a des gens qui vont probablement aller se tourner beaucoup plus vers des modes de consommation qui se rapprochent de leur expérience B2C. On est tous des consommateurs, on est des professionnels, mais on est tous des consommateurs. Ça commence déjà à se voir sur l'UX des sites. Hein. Sur l'UX C'est un des sites, premier, on pourrait en reparler, la personnalisation, l'hyper-personnalisation. Donc les attendus en fait sont bien plus importants que précédemment. Et donc comment le marketeur B2B doit prendre ça en considération, donc la montée de la vidéo, le son, etc. Mais il y a quand même donc un changement significatif à faire par rapport à des approches classiques qu'on peut avoir en B2B avec beaucoup d'écrits et finalement beaucoup moins de pluralité que ce qu'on voit en B2C. C'est vrai qu'on voit la montée des podcasts comme un peu le format de l'avenir, des années qui viennent. Parce qu'on a constaté aussi qu'en mode télétravail, il y a une consommation aussi du contenu qui se fait en faisant d'autres pratiques. Travailler tout en s'occupant de la maison, par exemple, c'est des choses qui sont devenues assez courantes en fait via le télétravail. Donc le podcast, du coup, devient en B2B un format tout à fait adapté. Et typiquement, nous, quand on produisons beaucoup, il y a certains formats qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, où tu as des audiences qui sont prêtes à suivre. Absolument. Vous m'avez aussi parlé, désolé, j'accélère un petit peu, on a plein de sujets à aborder. Je vois que tout le monde avait envie de poursuivre sur ce sujet, mais peut-être qu'on aura des questions de l'audience pour approfondir. Vous m'avez aussi parlé, et ça c'est quand même un sujet qui revient aussi très souvent, donc c'est la tendance, mais là vous m'avez encore dit la vraie collaboration, sales et marketing. Guillaume. Alors,
moi, je vous rejoins et c'est un sujet qui me passionne. Moi, j'ai la chance de travailler avec plus de 200 commerciaux au quotidien. Donc quand on parle d'alignement entre les directions marketing et vente, c'est pas un moyen de s'améliorer, c'est une exigence. Je ne peux pas travailler si je ne suis pas main dans la main avec l'équipe commerciale. Et c'est intéressant parce que ça force à se mettre vraiment à la place du commercial et du client et de se dire, voilà, je suis client, je suis prospect, quel message, quelle expérience je vis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. On apporte, et la transformation digitale, le Covid a beaucoup apporté dans ce sens. Je pense que les directions commerciales se sont rendues compte plus que jamais de tout ce que pouvait leur apporter la direction marketing. Et dans l'autre sens, le marketing, on a beau être derrière nos tableaux Excel, comme bien trop souvent, on apprend toujours et on n'apprend jamais autant que quand on discute avec nos clients finaux et avec nos équipes commerciales. C'est-à-dire qu'on co-conçoit les campagnes. Il faut s'aligner sur les objectifs, sur ce qui ne marche pas, sur pourquoi ça ne marche pas et comment ça peut mieux marcher. Et c'est du temps, pour moi, qui est nécessaire, qui est indispensable, où on va prendre point par point, quel est notre objectif sur une campagne marketing, sur une stratégie marketing, et aller point par point vérifier avec l'équipe commerciale que nos objectifs sur chaque étape sont les mêmes, sont compris et vont pouvoir être expliqués. Et pour moi, un alignement marketing et commercial qui est réussi, c'est quand le responsable ou directeur commercial peut se substituer et pitcher, expliquer la stratégie marketing. Et dans l'autre sens, le directeur marketing peut prendre la casquette du directeur commercial pour aller porter, comprendre une stratégie commune. C'est comme beaucoup de choses en marketing, c'est facile à expliquer. Sur le papier, c'est simple, c'est beaucoup moins dans la réalité. Et c'est ce qui fait qu'on en parle chaque année et que chaque année, c'est encore un sujet. Exactement. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est que les 2 dernières années, justement, avec cette accélération de la transformation digitale du marketing, le couple vente-marketing en est sorti renforcé parce qu'en travaillant sur cette transformation ensemble, encore une fois, en définissant effectivement les objectifs et puis surtout les indicateurs de mesure, on a des référentiels communs et du coup, on identifie mieux le rôle de chacun. Donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que le rôle de qualification, de l'engagement du prospect en amont de son parcours d'achat, je pense, est mieux compris dorénavant par les équipes de vente. Et il en tire un avantage parce que du coup, on lui transmet des contacts qui sont mieux engagés, donc plus faciles à convertir, et il perd moins de temps à traiter du lead, comme ça a été le cas pendant des années. Donc là, il y a une vraie montée en maturité à ce niveau-là, je trouve. Vous m'avez, alors j'intervertis un peu ce que j'avais prévu, mais vous aviez évoqué aussi, parmi les tendances, une réinvention des KPI pour évaluer le marketing. Il y a quand même un gros lien. Oui, ça rejoint un peu cette idée, c'est de travailler sur des indicateurs communs. Donc, les MQL, Marketing Qualified Leads, ou les Sales Qualified Leads, maintenant, je pense que c'est devenu vraiment la norme dans la collaboration marketing-vente. Ça permet vraiment de comprendre le rôle de chacun et qu'est-ce qu'on peut s'apporter l'un et l'autre. Et je trouve qu'il y a aussi un cercle vertueux dans cette collaboration qui est en se renforcer, c'est que on a vu aussi beaucoup se développer des outils de ce qu'on appelle Sales Enablement, des outils d'aide à la vente, avec des plateformes, des softwares ou des plateformes qui aident aussi les équipes de vente Permettre de faire quoi? À travailler à distance avec leurs clients, par exemple, plus facilement, en intégrant des capacités d'appel, de lecture de guides de vente qui sont préparés en amont par le marketing pour les équipes, etc., tout à disposition. Et dans ces softwares, en fait, il y a aussi la possibilité de récupérer les données des appels et d'enrichir à nouveau le CRM. Donc du coup, chacun y trouve son compte. Je reviens sur cette question des KPI. Toi, Guillaume, tu es allé assez loin. Tu m'as dit il faut aller vers la fin du scoring des leads. Alors, c'est un raccourci et je pense que je n'assume plus mes propos. Avec un petit peu de provocation. Ce que je voulais dire, c'était que bien sûr, on est dans un domaine où les chiffres sont primordiaux, où les outils sont primordiaux, et où parfois, à force d'être la tête dans le guidon autour des chiffres, on perd un peu de vue le côté, la qualité et l'expérience client qu'on doit avoir. Alors, bien sûr que je ne remets pas du tout en cause
Oui, nos le clients ne fait- sont le pas fait de des cases scorer. dans des tableaux Excel. C'était de se dire, au-delà des chiffres, il faut ces chiffres, mais il faut savoir en ressortir pour se dire voilà, quel message j'ai voulu porter, quelle expérience j'ai voulu faire vivre à mon client, quelle qualité j'ai voulu apporter à ma campagne, et est-ce que je suis satisfait de cette campagne. Au-delà du taux, du pourcentage qui va être l'indicateur que tout le monde va partager et qui est indispensable. Tout à fait, mais créer l'expérience, c'est quelque chose qui se mesure pas toujours à très court terme, mais qui a une Voilà, valeur je sur pense le, qu'il faut le savoir, temps. il faut savoir s'en détacher pour apporter une vision personnelle, un feedback qui est d'ailleurs celui du marketing comme celui des équipes commerciales et celui des clients. Je pense qu'on sous-estime dans cette équation toujours la parole du client et on ne prend jamais assez le feedback, le mot, la parole du client, parce qu'au final c'est le juge de paix sur la qualité de ce qu'il a pu vivre. Guillaume, Oui, alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Guilhem. Nous, alors en revanche, on va mettre en place le scoring en 2022. Mais c'est parce que justement, on a besoin, nous, d'aller un peu plus dans la data et dans les chiffres, dans les qualifications. Donc chacun a son chemin, finalement. Effectivement, il faut prendre ça avec du recul. Et en même temps, je suis totalement d'accord avec Guilhem parce que on voit malheureusement trop souvent que les départements marketing ne sont jugés que sur le nombre de leads et au mieux sur la qualité aussi du lead, mais souvent on a des objectifs en nombre de leads. Et donc les directions marketing sont quand même globalement vues par les directions générales comme les gens qui doivent apporter des leads sur un plateau aux commerciaux. Et ça me semble être certes une des fonctions principales du marketing, notamment marketing B2B, mais une fonction assez finalement limitative par rapport à ce que doit apporter le marketing. On parlait beaucoup d'innovation, et je pense que ça, c'est quelque chose que les marketeurs ont en tête et ont envie de faire, donc ça c'est tant mieux. Je voudrais ici introduire peut-être la notion de marque et de terme en fait sur les retours sur investissement. Donc on a toujours cette grande compétition sur on veut des leads court terme qui vont du coup induire des attitudes et des plans d'action qui vont être peu résonnants sur le long terme. Là où probablement, et du coup on se retrouve tous à faire les mêmes choses. Hein. On fait exactement toutes les mêmes choses. Donc on va sur Google, on va utiliser les mêmes mots-clés, et puis on est dans leur grand... ça coûte plus cher à tout le monde. Bien sûr, ça coûte extrêmement cher. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a de plus en plus de sociétés qui se disent mais c'est pas possible, à ce prix-là, moi je préfère avoir des gens qui appellent pour faire du cold call. Hein. Donc on est tous dans le même embouteillage. Et moi, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est de dire évitons les embouteillages, passons par les voies de déviation. Et prenons du recul. Et là, donc, on parle beaucoup plus de marque. Et pour illustrer mon propos, parce que je pense qu'un certain nombre d'entreprises l'ont compris dès 2021, on fait beaucoup de choses chez Infopro Digital Media, donc on fait depuis le lead jusqu'au branding. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, en 2021, le grand gagnant, ce sont des investissements branding. Donc on a quand même un paradoxe entre ce qu'on pourrait imaginer, donc plus d'outils, plus de data, plus de leads, mais en même temps, on a quand même des investissements qui croissent significativement et beaucoup plus significativement que sur les leads. Oui, alors en même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu logique parce le branding, ça sert aussi des stratégies d'acquisition de nouveaux clients. Donc c'est vrai que les investissements sont conséquents à ce niveau-là. Juste pour rebondir sur la notion de lead et d'indicateur, je pense que malgré tout, c'est une réalité. Hein. Dans le marketing B2B, on ne peut pas s'en passer. Il faut limiter le nombre de KPI. Il faut surtout être aligné sur ceci avec les équipes de vente. Mais justement, tous les outils qu'on met en place nous permettent aujourd'hui de mieux mesurer la maturité du prospect grâce aux indicateurs d'engagement. Je pense que là, on a vraiment franchi une étape en permettant justement de ne plus parler de lead à tout prix et de volume de lead. Je pense que c'est à ça que tu faisais référence, Guilhem, mais se concentrer sur la qualification des contacts pour donner des contacts qualifiés aux équipes de vente. Et le NPS scoring aussi, enfin le Net Promoter Score, c'est quelque chose que je constate se développer de plus en plus aussi dans les entreprises. Donc ça apporte un autre indicateur aussi justement sur l'adhésion à la marque, sur d'autres critères que ceux de... Tout le monde veut réagir. Juste pour l'audience, c'est quoi un bon NPS? NPS, c'est net... Non, pas ce que c'est. C'est quoi le bon score? Parce que je sais que ça varie pas mal selon les secteurs. En fait,
c'est surtout l'évolution qui est Oui, intéressante, oui, plus ouais. que le chiffre, plus que la donnée en valeur. Ouais, je suis complètement d'accord. Vous voulez rebondir tous les deux, alors du Oui, coup je vous ai moi je suis pas tout coupé, à fait mais... d'accord avec Sandrine en fait. Ah bah c'est bien, voilà. Enfin, Mais en fait, je pense on dit tous la même chose, mais on le dit différemment. Moi, je voudrais un peu m'exprimer quand même sur justement la dictature des chiffres et la dictature des outils de tracking qui finalement nous donne une vision très déformée de la réalité et de la complexité des choses qui se passent en fait, sans qu'on le sache très très bien. Et donc, moi, j'invite pour vraiment un conseil actionnable, hein, c'est quand vous avez des formulaires de lead, d'ajouter systématiquement, si vous deviez avoir un seul champ à retenir, à part le nom, le prénom et l'email, c'est comment avez-vous entendu parler de nous? Et vous allez voir que ce que vous allez recevoir comme réponse est extrêmement différent de ce que va vous dire votre outil de tracking. Parce que votre outil de tracking va vous dire, généralement, vous avez entendu parler de moi par Google. Alors que la réalité, c'est que j'ai entendu parler de vous parce que j'ai eu une réunion en interne et machin m'a parlé de vous. Et il s'avère que ce machin, Monsieur Bertrand, il fait partie du programme de nurturing, alors que la personne qui vous appelle n'en fait pas partie. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est attention de ne pas être trop, de ne pas prendre en fait ce que l'on voit comme outil. Et donc là je rejoins après Guillaume, c'est Cette idée attention. de parler à ses clients, quoi. Exactement, c'est l'idée de reconnecter les équipes marketing avec les clients. Oui, alors je pense qu'on dit la même chose, hein, parce que moi, je ne parle absolument pas de lead, je parle de contact qualifié. Et la qualification, c'est toute l'histoire qui s'est passée et qui est documentée quelque part au travers du scoring. On a pu mesurer comment a réagi un client, un prospect, dans un face-à-face, un cold call, une exposition à un contenu digital, etc. Et cette histoire, elle permet de qualifier et justement de mesurer l'engagement. On est très loin des leads peu qualifiés qu'on pouvait fournir avant. J'accélère un petit peu, vous m'avez parlé d'écologie en 2022, une écologie du marketing. Alors je vais le résumer, mais l'idée c'était de faire moins d'industrialisation des messages, quitte à mettre plus d'argent quand même sur la table pour produire mieux et créer cette fameuse expérience que vous aviez déjà évoquée. Je voulais quand même revenir sur cette notion dont vous m'avez tous les trois parlé, c'est l'ultra proximité en 2022 et ça passait par plein de sujets, dont l'ABM, Guillaume. Oui, alors l'ABM, donc pour nos auditeurs, c'est donc une philosophie marketing qui consiste à s'intéresser à une liste définie de clients et d'investir des ressources significatives sur l'approche commerciale auprès de ses clients, donc d'aller extrêmement loin dans la connaissance du client, les organigrammes, éventuellement même les personnalités des gens à qui on a envie de s'adresser, et donc de développer des programmes qui vont permettre d'avoir une approche qui est totalement opposé à ce qu'on a généralement dans les services marketing, donc plus proche de la personne humaine, en fait, finalement. Sur l'ABM, vous deux, là pour le coup, vous avez deux approches radicalement différentes et ça se comprend. Donc j'aimerais bien qu'on en parle. On a parlé, c'est intéressant parce que alors, du coup le métier d'InMac, c'est donc l'équipement en solutions informatiques avec des paniers moyens qui ne vont pas à des dizaines de milliers d'euros. Donc on est plus dans une logique de content marketing et de faire venir le client, le prospect à soi plutôt que d'aller chercher sur une niche comme ça peut être le cas pour Sandrine, et c'est ce qu'on disait quand on préparait l'émission. Oui, en effet, parce que moi, ces 3 dernières années, j'ai eu la responsabilité du marketing d'un segment chez HP qui est celui de l'impression 3D, Allez, ouais. la fabrication additive. Donc là, on parle de production industrielle, de marché applicatif très spécifique, dans J'imagine des avec des secteurs cycles de vente avec assez des cycles longs de vente très et longs, des budgets qui sont importants. avec plusieurs niveaux de décision au sein des entreprises ciblées. Donc c'est extrêmement important de s'adapter au métier auquel on s'adresse et non plus à l'expert qui va prendre la commande, mais de montrer aux différents métiers qui sont influenceurs dans la décision finale en quoi la solution est intéressante pour eux et quel type d'application ils vont pouvoir faire avec la solution qu'on leur propose. Donc en cela, l'ABM, c'est très intéressant parce que on sait à qui on s'adresse généralement, c'est le principe de l'ABM, et on adapte, on hyper personnalise en fait Le message, l'expérience. et l'expérience aussi, oui, l'expérience qui peut être pas seulement digitale d'ailleurs, hein, dans des secteurs industriels, l'expérience physique, elle est aussi extrêmement importante parce que il faut pouvoir démontrer
par exemple en impression 3D, la qualité d'une pièce, comment fonctionne une machine. Donc là, une démonstration, c'est tout bête, mais c'est encore un format qui fonctionne très bien dans ce type de secteur. Tu m'as beaucoup parlé, Guillaume, la question de l'ambassadeur, le client qui devient un ambassadeur. Donc l'ABM fait partie de ces manières de créer cette relation qui fait qu'on a des ambassadeurs. Comment on devient ambassadeur d'une marque? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, et a fortiori peut-être dans le B2B, tu te dises, cette marque, je la recommande. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, les marques en B2B qui ont des fans absolus. C'est un sujet. Si j'avais la recette, j'essaierais déjà de me l'appliquer, évidemment. Mais je pense qu'il faut avoir l'obsession non seulement de la satisfaction client, mais disons satisfaction client parce que déjà ça parle à la plupart d'entre nous. On peut parler d'expérience client. Donc, qu'est-ce que finalement je fais vivre à la personne qui est même très loin de mon entreprise au départ et jusqu'à donc la prestation, l'intégration dans les processus de l'entreprise, etc. C'est-à-dire qu'on pense chaque point de contact entre la marque et son audience et qu'à chaque niveau de relation. Ouais, l'idée c'est d'avoir une vision holistique de l'expérience et c'est très compliqué parce que les départements sont généralement très silotés, donc c'est extrêmement compliqué. Et donc c'est quelle est la mémoire moi j'ai rencontré donc un grand professionnel qui me disait finalement qu'est-ce que tu voudrais que ton client dise de toi à la machine à café à son collègue de travail. Et donc je pense que tout est résumé parce qu'on a plein de conversations sur la machine à café, on est obligé de résumer en fait ce que l'on pense d'un grand sujet en 3 minutes. Et à partir je prends pas de sucre, mais je reprendrai bien un peu d'infos digital média, c'est gagné. Eh bien, moi je dis taste off. Je crois que dans la notion d'ambassadeur, c'est vrai que moi je suis très fan de ça, d'autant plus sur des produits très techno. On sait que dans les courbes d'adoption, les early adopters d'une nouvelle technologie sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc moi j'ai beaucoup capitalisé là-dessus en fabrication additive chez HP notamment. Parce que l'introduction d'une nouvelle technologie, il n'y a rien de tel qu'un client satisfait, un early adopter qui en a déjà fait l'expérience, qui pourra la vendre. En fait, c'est notre meilleur ambassadeur. Avant de passer alors, je vois que tu rebondis et ensuite je fais ma transition vers la suite. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur tout ça. Je me souviens que quand on en parlait, on se disait, quand on parlait de proximité et d'engagement avec les clients, il y avait aussi une notion d'authenticité. Et on avait parlé du biais qu'on peut avoir un peu trop souvent de se dire j'ai envie de communiquer sur quel est mon moi idéal et qu'est-ce que j'ai envie de donner comme image de moi à mes clients. Et souvent, on se voit plus beau qu'on ne l'est. Et à l'heure des réseaux sociaux, de toutes ces hyper-communications qu'on peut avoir, et c'est quelque chose qui peut vite se retourner contre nous. Donc je pense que ce terme d'authenticité qui revient de plus en plus dans le marketing, il doit vraiment se prendre avec beaucoup d'humilité et se poser la question de qui on est, qui je suis, et quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et Accepter être transparent, de accepter et d'être tel quel avec ses clients. Et je pense que c'est ça que les clients vont accepter, vont prendre, quitte à grandir ensuite avec nos clients et quitte à associer, pour aller encore plus loin, associer nos clients, nos prospects avec comment vous nous voyez grossir, grandir, évoluer et à grandir avec eux. J'ai évidemment pas cité toutes les grandes tendances dont on avait parlé. Il y en a une que je veux juste soulever parce qu'elle m'a étonné, mais je la trouvais intéressante. Vous m'avez dit 2022 sera aussi l'année du papier. On va revenir à quelque chose de tactile qu'on peut toucher. Là, on se disait 2022, c'est du digital, c'est du 2, c'est du 3.0. Le papier a encore sa place et je voulais le spécifier avant de passer à notre rubrique épicé, pimenté. Je peux faire une musique d'attente évidemment. Pourquoi épicé, pourquoi pimenté? C'est le moment en fait où vous allez partager vos fails. Alors
on va craquer l'armure et on va partager ces moments dans nos vies de marketeurs où tout ne s'est pas passé comme on aurait aimé. Et souvent, on apprend beaucoup de ses propres échecs et puis on apprend aussi beaucoup des échecs des autres. Alors, merci de jouer le jeu. Je commence avec toi, Sandrine. Oui, alors moi je peux partager un fail assez classique, je pense qu'il va parler à beaucoup. C'est celui, ça porte essentiellement sur les événements qu'ils soient physiques ou digitaux. Euh, Ce sont des opérations dans lesquelles les services marketing généralement investissent beaucoup d'argent, des dizaines de milliers d'euros parfois, pour avoir un bel événement, un beau salon, une préparation intra-marketing ultra longue pour choisir le lieu, les animations, le contenu, la scéno, etc. Tout ça pour arriver à un live extrêmement performant. Et On sent le mai arriver. voilà. Le mai, c'est l'après, c'est qu'est-ce qu'on en retire de tout ça. Alors souvent, on est très content le moment, le jour J, puisque on a beaucoup de monde, beaucoup de satisfaction ressentie, etc. Oui, tu vois le résultat de tout le travail, voilà. bien sûr. Beaucoup de contacts aussi souvent générés sur ces événements et ces salons, par exemple. Mais au final, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est souvent très très mal anticipé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir ce constat d'échec quelque part avec beaucoup de contacts mal qualifiés parce que manque de préparation et de coordination, de collaboration en amont avec les équipes de vente qui sont censées prendre le relais après ces événements. Et donc pas forcément les ressources en place pour le faire. Oui, il y a le sujet de l'après aussi, Absolument, c'est ça. de traiter, quoi. C'est Le l'après, temps de en fait. traiter, C'est le c'est vrai traitement. qu'on se dit, ça y est, cet événement est Ouais, fini, ouais. mais en fait, le véritable travail commence seulement à ce moment-là. Bah oui, il ne faut pas oublier l'objectif. Guillaume, Alors, nous, on avait parlé, je voulais vous parler de leads, parce que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, et on s'est retrouvé alors, c'est une anecdote qui a 1 ou 2 ans à peu près, mais on s'est retrouvé à un moment à se dire, bon, bah, finalement, on génère énormément de leads, et puis on regarde la fameuse courbe, on parlait de est-ce que l'indicateur est bon ou pas, et puis en se disant, bah, finalement, ce qui compte, c'est la courbe, est-ce que ça s'améliore ou pas. Et à se dire, bah, cette courbe, elle plafonne un petit peu, et tempête de cerveau, brainstorming, et on se dit, bon, à l'heure des outils et des grosses, de tout ce qui peut être industrialisé, on se dit, bon, on passe trop de temps, on met trop d'humains, il faut industrialiser tout ça, il faut rendre ça beaucoup plus simple. Super idée, on passe du temps, alors nous on a notre propre CRM, donc on bricole un petit peu et on se dit bah, comment on va mettre des tuyaux avec toutes les agences avec qui on travaille, qui nous alimentent en leads avec les nôtres, la petite moulinette, et ça arrive sur un très joli plateau auprès de notre équipe commerciale. On travaille là-dessus, on y passe du temps, on est super content, on est super fiers. On appuie sur le bouton et puis on laisse passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis finalement, on se rend compte que aucun changement. Et forcément, on est un peu déçu. Et puis on prend le sujet dans l'autre sens et on se dit ok, pour nous au back office, au marketing, tout a changé. Et puis on se dit on va se mettre sur le siège, le fauteuil du commercial qui reçoit le lead et qu'est-ce qui a changé pour lui. Alors ok, il y a un petit connecteur, il y a un petit raccourci en plus qui est apparu, mais peu importe. Mais surtout, on s'est rendu compte que finalement, on avait mis beaucoup d'énergie et toute notre énergie sur cette automatisation, ce côté technique, sur l'outil, et qu'on avait complètement négligé finalement le message, l'après. C'est là où le contenu, qu'est-ce qu'il y a dans l'outil, voilà, qu'est-ce qu'on fait passer dans les typiquement, tuyaux. si je caricature un petit peu, si je force le trait, ce qui arrivait, c'était dossier numéro 325, projet X ou Y. Et donc le commercial se retrouvait avec des leads qui arrivaient en temps et en heure, presque quelques minutes après avoir été détectés, donc super rapidement, mais finalement qui manquait de sens, qui manquait de contexte, qui manquait d'histoire. On a retravaillé en disant voilà, comment on peut apporter de la valeur, comment on peut donner envie au commercial qui reçoit le lead de lui aussi raconter une histoire, d'avoir mis en perspective l'enjeu, le problème de son client auquel il va pouvoir répondre grâce à nos solutions, à tout ce qu'on va pouvoir, à notre discours. Donc voilà, en tout cas, le message, c'était de se dire, cette notion d'équilibre, il faut des outils, ils sont indispensables, mais jamais au détriment du contenu, de la valeur, du message qu'on doit apporter. Guillaume? Alors moi, je voudrais vous parler d'un fail qui dure depuis des dizaines d'années. C'est
c'est l'échec, en fait, ou en tout cas la très grande difficulté que j'ai toujours eu à avoir des cas clients en fait, de la part des forces de vente, ou même des clients, mais bon, généralement on passe quand même par les commerciaux. Et donc avec toujours des objectifs en début d'année de dire bon bah tiens on aura 30 cas clients cette année parce qu'on va les placer là, là et là, et d'avoir toujours beaucoup de difficultés à en avoir ne serait-ce que la moitié ou le tiers. Euh, donc voilà, donc on a essayé plein de choses pour résoudre ça. J'ai jamais trouvé la solution. Donc là cette année on va essayer autre chose encore. Ouais. Donc là j'ai décidé, j'ai dit aux équipes qu'on allait en amont de la vente en fait dire cette vente va être un cas client. Mais je suis preneur de conseils de vous deux, puis éventuellement de l'audience, pour encore améliorer ça. Je crois encore une Conseil rapide. Oui, je pense qu'il faut l'envisager avec tes équipes de vente comme un outil d'aide à la vente pour les prochaines ventes. En tout cas, moi, c'est... Ou d'upsell. Voilà, bien ou sûr. d'upsell, ouais. En quoi il faut vraiment leur faire la démonstration en amont du gain qu'ils vont en tirer pour pouvoir s'en faire les meilleurs prescripteurs auprès de leurs clients acquis. En fait, si je résume, il faut faire la case study de la case study. C'est ça. C'est un peu ça, et je pense que dans un monde où on aime bien tout monitorer, tout calculer, tout mesurer, sur un témoignage, il faut accepter de lâcher prise. Le temps de la discussion entre le commercial et son client, il ne peut pas être perturbé par le marketing. Est-ce que la solution est en phase de déploiement, de test est-ce qu'on est satisfait mais qu'on est déjà sur un autre projet et qu'on a peur que ce témoignage finalement parasite un peu cette discussion, cette collaboration commerciale? Il faut être très humble dans un témoignage. Pour moi, on ne peut pas les forecaster comme on forecast des leads. Il faut créer un environnement où on donne envie aux équipes commerciales d'aller demander leur avis, à inclure nos clients dans notre campagne marketing, mais c'est quelque chose sur lequel il faut être très humble et sur lequel il faut vraiment rassurer et être en support des équipes commerciales. Eh bien, j'annonce très tranquillement la transition vers notre rubrique d'après. On passe au grain de sel. Et donc, avant de prendre vos questions, vous qui nous suivez derrière vos écrans, donc je le disais, le grain de sel, c'est une question surprise d'un invité mystère, alors pas très mystère parce qu'on va le présenter, mais il avait une question pour vous. Normalement, vous ne vous y attendiez pas. Et donc, on va vous passer tout de suite une question de Pierre-Henri Tatarano. C'est d'ailleurs le dirigeant de Webikeo qui nous permet d'être ici ensemble. On est en webinar et je serais curieux justement de savoir à quoi ressembleront ces webinars après 2 années folles de confinement et d'explosion de la digitalisation, notamment en termes d'audience, de contenu et de qualité de réalisation. Alors on se réinvente en 2022 sur le webinar, on en a trop eu. C'est une très bonne question et je pense que la meilleure réponse, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. En introduction, on parlait justement des webinars qui étaient apparus, qui avaient explosé en très peu de temps avec un format un peu trop similaire. Pour moi, l'avenir du webinar, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est du webinar qui devient de l'événementiel, qui est une rencontre une discussion entre des hommes et des femmes sur un plateau avec des conditions vraiment, et toute l'attention, l'effort qu'on peut mettre autour d'un événement physique. Donc pour moi, la meilleure réponse, c'est le webinaire de demain, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et le webinaire d'après-demain, on aura même notre audience avec nous en plateau. Ça, c'est ce qu'on peut souhaiter. Comment on se réinvente ? Je n'aime pas parler les webinars. En fait, il y a plein de types de webinars et on mélange un peu tout. Donc, on a des choses qui sont avec des qualités extrêmement pauvres, des présentations extrêmement pauvres, des gens qui ne savent pas présenter, des présentations PowerPoint qui sont moches. Et puis, on a... Déjà, cette question de format, donc, encore il y a une fois. quand même beaucoup, et de fond aussi. Hein. Donc, on a ça, et puis on a des choses extrêmement quali de l'autre côté. Ce qui se passe, c'est qu'on voit effectivement que dans la précipitation des 2 dernières années, tout était possible. Là, on voit que les audiences sont plus exigeantes, deviennent plus exigeantes, ont envie de contenu qui apporte vraiment de la valeur, qui ont envie aussi de passer une expérience, un moment sympathique. Donc pour moi, on se dirige vers ça, et je suis d'accord avec Guillaume, on se rapproche probablement des événements, hein, plus. Donc on se rapproche plus des formats télévisuels et des événements. L'événement apportant peut-être ce que le webinaire a peut-être un peu manque un peu, c'est justement le live, mais
avec la salle pleine. J'y étais, quoi, cette Voilà, idée, c'est j'y étais. la salle. Alors par contre, je me fais un peu l'avocat du diable, mais on peut faire un super contenu, tout peut avoir été pensé en plateau, etc. Ça, tu le sais pas au moment où on t'invite. Tu sais pas à quel contenu tu vas avoir le droit au moment où tu t'inscris au webinaire. Oui, alors moi je voudrais juste un peu pondérer cette vision, parce que je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de vraie réponse à cette question du webinaire de demain, c'est quoi? Encore une fois, tout dépend de l'objectif de départ. Donc on peut très bien avoir un webinaire vraiment fait à la maison quand on s'adresse à une audience dont l'intérêt pour y participer, c'est d'obtenir par exemple de l'information très pragmatique, très technique, en ayant en face à lui un ingénieur par exemple avec lequel il puisse interagir sans décorum, Mais etc. ce qui n'empêche pas l'ingénieur de bien cadrer sa caméra. Oui, Ça, c'est- absolument. De toute façon, la qualité ne peut apporter que du mieux. Mais je veux dire, c'est pas forcément essentiel quand l'objectif est d'obtenir un échange de ce type-là dans un webinaire. Quand c'est générer de l'audience, du branding, de l'awareness, là, effectivement, vaut mieux faire les choses de manière plus C'est vrai qualitative. que là, on rejoint le côté, il n'y a pas un, mais plusieurs webinaires. Tu parlais des tutos, par exemple, tout à l'heure. Il y a vraiment des formats qui sont nécessaires pour les clients, qui sont un problème, une solution. Et là, on n'a pas besoin de chicher, on n'a pas besoin d'une demi-heure, c'est 5 minutes, et on déroule. 3 intervenants, beaucoup de monde dans l'audience. Je vous propose de passer à leurs questions. Ce sera fromage et dessert. Et alors, je vois que le temps file un peu, mais j'aimerais quand même vous partager du coup cette question. Elle est de Mélanie et elle aimerait vous entendre sur la fidélisation dans le B2B. Qui veut prendre? Prends. Alors moi aujourd'hui j'ai plutôt travaillé ces dernières années sur des stratégies de conquête de clients plutôt que de rétention et de fidélisation. Mais bon, Mais ça coûte cher d'acquérir un client. Quand tu arrives à le fidéliser, tu rentabilises ton investissement d'acquisition. Donc c'est un vrai sujet. Moi, je vais revenir à une valeur, ou en tout cas un message dont j'ai déjà parlé, pour moi, c'est l'authenticité. Et je pense que ce que les clients attendent aujourd'hui, c'est un discours qui soit vrai, une relation qui soit saine. On parle beaucoup aussi des fois d'amour de ses clients. Je pense que c'est pas quelque chose qui est galvaudé. Il faut savoir aller vers son client et donner à son client. Il y a encore une fois, là où on mesure beaucoup de choses et tout ce qui est le fameux give and get de ce qu'on peut donner dans nos campagnes marketing, il y a quand même une tendance de fond qui est que les entreprises qui donnent, alors donner, offrir, ça peut être offrir un livre blanc, offrir des webinaires, en tout cas qui offrent des solutions à leurs clients, bah, elles sont dans le vrai, je pense, et généralement ça marche bien. Il y a des retours qui sont pas forcément imaginés, qui sont et du coup spontanés. Donc pour moi, la fidélisation en 2022 va passer par ce parler vrai, cette authenticité de l'entreprise envers sa communauté de clients. oui, et Et puis comme en couple, c'est de la relation. On parle de relation. C'est de l'humain. oui, Ouais. et une adhésion à une communauté de valeurs, c'est extrêmement important, ça, aujourd'hui, et de plus en plus, avec certaines valeurs dominantes, hein, telles que l'écologie, par exemple, qui est un sujet phare. Donc il faut être aligné dans nos plans d'action marketing et notre communication corporate sur nos engagements pour pouvoir aussi fidéliser les clients. Je pense que c'est un sujet important dans la fidélisation. Et j'en prends un autre. Numérisation, webinaire, etc. Ne serait-ce pas contradictoire, pardon, avec l'ultra proximité? Eh oui, il y a forcément des paradoxes quand on veut, ce que tu disais tout à l'heure, être partout, tout faire, et en même temps, tout est dans la nuance. Guillaume. Oui, j'aime bien ce commentaire. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, qu'il faut avoir ce critère en tête. On n'a pas trop parlé des podcasts aujourd'hui, mais on a parlé un tout petit peu là de marketing sensoriel en filigrane lors de nos discussions. Typiquement, pour moi, le podcast est un média proche des gens. Proche parce que, comme tu le disais, Sandrine, généralement, on s'invite dans la voiture des gens, on s'invite dans la cuisine des gens, on s'invite Imaginaire. dans l'imaginaire. On occupe en fait un espace laissé disponible parce qu'il y a une tâche à faire qui est pas forcément qui peut laisser de la place en fait à autre chose.
Et on est emporté par une voix, et c'est un vrai voyage sonore en fait qui est proposé, qui fait que au bout de 1, 2, 3, 4 podcasts que l'on a écoutés, on est presque en famille, on fait partie de quelque chose. Et on est embarqué dans une. Donc là, on a vraiment typiquement un nouveau média qui émerge, qui permet de gagner en proximité, là où il est certain qu'un webinaire qu'on a comme aujourd'hui permet de diffuser, mais peut-être pas de gagner en proximité. Et on peut faire un tour de magie. Vous qui nous suivez derrière vos écrans, vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur nos voix et nous passons de manière assez instantanée en format podcast. Est-ce que quelqu'un voulait réagir avant de conclure? Eh bien, c'est le moment, parce que tu le disais tout à l'heure, il faut être dans la proximité, il faut remercier ses clients. Donc merci à vous. Vous n'êtes peut-être pas mes clients, mais j'étais ravi qu'on puisse partager cette première heure ensemble pour ce premier format Taste Off. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures du marketing et des sales en B2B. Merci à tous.